sensibilisation à laquelle le pharmacien participe tout au long de l'année. Il y a également que... Comment est-ce que vous procédez quand vous parlez de sensibilisation? Qu'est-ce que vous faites concrètement? L'officine est un espace de dialogue. Quand vous rentrez dans une officine, vous trouvez un pharmacien. C'est un espace de santé. C'est un pharmacien qui est là pour vous informer, pour vous éduquer, et qui a le devoir de communiquer avec vous. C'est la première mission du pharmacien. C'est d'éduquer la personne qui rentre et de lui dire voilà ce qu'il y a à faire, voilà comment vous devez prendre votre médicament. Ça, vous ne le trouverez jamais chez les docteurs de la rue comme dont vous parlez. Alors, Paul-Jérémy Bikidi, on vous a presque jamais vu. Vous avez parlé de l'association des consommateurs sur le terrain en train de mener cette opération de lutte contre les médicaments de la rue, à part des sorties sporadiques comme celle des pharmaciens avec les forces de l'ordre qui viennent prendre des vendeurs comme ça. Oui, vous faites comment? Nous, association de consommateurs, je pense que nous sommes sur plusieurs terrains à la fois. Nous avons ouvert plusieurs fronts et il n'est pas facile, compte tenu de nos faiblesses structurelles et organisationnelles, d'être sur tous les terrains à la fois. C'est difficile, je l'avoue. Le problème, c'est que nous avons engagé souvent des plaidoyers. Nous avons souvent écrit aux autorités parce que les consommateurs de médicaments, les consommateurs, les patients, c'est-à-dire les gens dans les hôpitaux qui sont victimes d'abus, qui sont victimes d'arnaques, nous saisissent souvent des associations de consommateurs. Nous faisons ce que nous pouvons pour alerter l'opinion publique, pour alerter, interpeller les pouvoirs publics sur la condition du consommateur. C'est ce que nous faisons tous les jours. Le problème avec ce problème, ce phénomène de vente de médicaments frélatés, c'est que les vendeurs dans la rue indexent énormément des filières connues, les délégués médicaux, le personnel paramédical, des médecins et des pharmaciens qui sont tapis dans l'ombre et qui alimentent ce marché. Ça, il faut se dire la vérité, il n'y a pas que des commerçants véreux qu'on retrouve dessus. Derrière, parfois parce que pour avoir une autorisation d'importation de médicaments, ce n'est pas une vulgaire marchandise, un médicament. Il faut passer par certains circuits officiels pour pouvoir être autorisé à importer un médicament. C'est vrai, je le reconnais, il y a la porosité des frontières. On sait par exemple que l'essentiel des médicaments vient du Nigeria et que pour les produits dits français, il y a la filière gabonaise. Vous savez, au Gabon, ce n'est pas comme ici chez nous, où bon, apparemment là-bas, le marché est plus libéral, où n'importe qui peut importer les médicaments, pourvu qu'ils soient reconnus comme commerçants. Vous voulez dire que nos frontières sont poreuses? Nos frontières sont poreuses, cela laisse passer donc cela facilite donc les trafics de médicaments périmés, de mauvaise qualité et autres. Mais il y a la responsabilité, il y a une part de responsabilité des professionnels de la profession, de cette activité-là. Nous sommes en 2012. Alors, vous vous souvenez quand même que c'est un vieux phénomène, c'est une vieille histoire, le médicament de la rue. Et si aujourd'hui on n'arrive pas toujours à mettre un terme à ce phénomène, c'est dire qu'il ne sera pas facile. Oui, écoutez, rien ne peut se faire sans une volonté politique, sans un engagement politique clair et net. Et vous savez, la lutte contre le médicament de la rue, ça doit se faire de façon concertée. Ce n'est pas l'affaire seulement du ministère de la Santé publique, ce n'est pas l'affaire uniquement du ministère du Commerce, parce que c'est une activité commerciale. Lorsqu'on regarde bien au fond, c'est une activité commerciale illégale, puisqu'elle ne répond pas au canon, au canon retenu pour exercer une activité commerciale. Aujourd'hui, il faut des autorisations. Pour vendre un produit, il faut que le ministère du Commerce s'assure que c'est une affaire de la nation tout entière, donc on doit mettre à contribution la force publique, par exemple. Cela se fait déjà, mais je dis que le problème ne se réglera pas par des opérations coup de poing ponctuelles. Il faut une volonté politique globale pour enrayer ce phénomène-là. Alors, docteur, l'État a-t-il échoué dans cette opération? L'État a essayé par des actions que vous avez vues. Est-ce qu'il faut essayer ou alors il faut concrétiser? Oui, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut aujourd'hui dire que, et comme il a très bien dit, c'est un combat qui concerne plusieurs administrations, qui concerne l'ensemble de la communauté. Voyez-vous. Il concerne les consommateurs, et il concerne les pharmaciens, il concerne les médecins, il concerne tout le monde. Parce que
je peux vous dire que chacun d'entre nous va perdre quelqu'un demain à cause du médicament de la rue. Et ça donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est temps de mettre sur pied une véritable plateforme dans laquelle se retrouvent tous les intervenants, tous ceux qui peuvent agir dans ce domaine. Ça veut dire le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, la police, l'éducation, parce que le ministère de l'Éducation doit également s'engager là-dedans pour que les enfants sachent et comprennent que ce phénomène est dangereux. Et je citerai d'autres administrations également. C'est pour ça qu'il faut aller vers une plateforme commune avec une organisation qui sera un comité national de lutte permanent et qui va se doter de moyens en recherchant des financements qui sont durables, des financements innovants. Et nous avons des propositions dans ce sens. Et à l'INBE, la semaine prochaine, nous aurons notre Assemblée générale et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est un des sujets que nous allons aborder à l'occasion de cette Assemblée. Vous en avez parlé plusieurs fois quand même. Alors nous en avons parlé plusieurs fois, mais cette fois-ci nous en parlons autrement. Nous en parlons autrement parce que nous nous sommes rendus compte que le phénomène a dépassé largement le cadre des actions ponctuelles dont a parlé Wikileaks. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut une structure permanente capable de mener ce combat tous les jours, sensibiliser, éduquer, mais aussi faire de la répression, frapper, condamner. Parce que les outils juridiques qui sont là aujourd'hui ne sont pas suffisamment forts pour pouvoir légiférer dans ce domaine. Alors, si par exemple, comme on le sait, beaucoup de choses se passent dans notre pays, alors si derrière, par exemple, un vendeur du médicament de la rue, il existe un haut commis de l'État qui pistonne l'action, qu'allez-vous faire si vous êtes confronté à une situation du genre? Alors, je ne sais pas, parce que vous avez vu dernièrement avec Interpol, Interpol a réussi son opération. Je crois que vous ne me démentirez pas. Ce qu'Interpol a fait, c'est beaucoup plus que ce qui a été fait pendant ces 10 dernières années. Ça veut dire que, comme il a dit, quand la volonté est là, on le fait. Je ne veux pas savoir qui est derrière. Il faut qu'on arrête aujourd'hui l'importation de faux médicaments, la circulation de faux médicaments dans notre pays. Et nous avons la chance aujourd'hui qu'il y a une mobilisation sur le plan international. Il y a une dynamique internationale qui est lancée avec l'appel de Cotonou, la résolution de Montreux, un certain nombre d'actes internationaux, la Convention Médicrime qui criminalise ce trafic. Et nous devons saisir ces opportunités-là pour que demain, nous mettions sur pied tous les outils pour combattre le médicament de la rue. Alors, Paul-Jérémy Bikizik, on a l'impression que tout ce qui est dit va être fait d'ici peu et que d'ici 6 mois plus tard, on ne verra plus ces vendeurs de médicaments en bordure de route. Vous savez, Flavien Ndongo, selon l'OMS, 20% du médicament vendu dans le monde est périmé. 20% du médicament vendu dans le monde est périmé. On descend là tout de suite après cette émission-ci, au bas de cet immeuble, l'immeuble d'Equinox, au coin de la rue, vous allez voir une étale de médicaments vendus au vu de tout le monde. Alors, comme ça va de l'étale à la boutique. Il y a des boutiques bien achalandées qui proposent des médicaments non homologués, qui passent par des circuits illégaux et qui proposent, qui ont pignon sur rue. Je pense que la volonté, la simple volonté, il y avait une volonté véritable de lutter contre ces fléaux-là. Je pense que l'État mettrait déjà fin. Vous savez, c'est les ruisseaux qui font des fleuves. À partir du moment où on laisse faire le petit commerçant du coin, c'est du laxisme, un laxisme dangereux puisqu'il entraîne la mort. Il faut que les pouvoirs publics prennent en main ce phénomène et aident les pharmaciens honnêtes, parce que je sais qu'il y a des brebis galeuses parmi le corps des pharmaciens, mais il y a aussi des pharmaciens honnêtes qui ne demandent qu'à faire honnêtement leur travail. Je pense qu'il faut de la volonté politique et de l'action. Il faut que les autorités prennent conscience du danger que représente, du véritable danger de mort que représente le médicament pour les usagers
et qu'ils prennent le taureau par les cornes. On a souvent vu certains responsables quand même aller dans la rue aussi, hein, s'acheter des comprimés. Pourtant, ils sont censés ne pas le faire, mais ils le font quand même. Absolument. Vous savez, au Cameroun aujourd'hui, le revenu moyen du Camerounais, c'est 28 000 francs à peu près. Dans les 28 000, il y a 7 900 francs à peu près qui est consacré, le budget entièrement consacré aux médicaments, ça veut dire aux soins, chaque mois. Il dit 7 000 francs. Donc, c'est énorme, c'est à peu près 30%, entre 20 et 30% du budget des ménages. Ça va plus loin d'ailleurs, jusqu'à 53%. Alors, donc je pense qu'il faut que des mesures soient prises. Je vais proposer quelques mesures tout à l'heure, simples, des mesures très simples pour éradiquer complètement, pour fermer la pharmacie de la rue. D'accord, vous allez faire des propositions tout à l'heure. Alors, docteur, est-ce que vous ne pensez pas que pendant que vous êtes en train de parler, comme on le fait à la télé en ce moment, il y a ces vendeurs qui vous regardent et qui disent « Embrouillez-vous là-bas, nous on fait notre travail sur le terrain ». C'est possible. C'est possible, mais cela ne nous empêche pas de réfléchir, de partager et d'essayer de progresser dans cette lutte-là. Il est important de dire à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, qu'ils ne se détournent pas de la vérité. Ceux qui sont dans la rue sont dangereux. Il faut aller à la pharmacie. Ça, c'est important. Et il faut aller à la pharmacie parce que vous avez un pharmacien qui est compétent, un pharmacien qui a été à la bonne école et qui sait ce qu'il fait. Celui qui est dans la rue ne sait rien du médicament. Peut-être pour prendre un dernier exemple, oui, sans vous couper. Alors, on va du côté de, je prends comme ça par hasard, de Kiossi. Oui. Je ne sais pas s'il y a une pharmacie là-bas. Quelqu'un qui est à 5-6 km du centre-ville de Kiossi, qui n'a pas la possibilité de rencontrer une pharmacie et qui rencontre tout de suite un docteur, comme on les appelle, qui lui sert quelques médicaments et il les prend, il est tranquille. Alors, je vous dirais... Il y a quand même ce problème-là aussi. Vous posez le problème de l'accessibilité justement géographique de manière générale. Et l'État a mis en place les CAP dans les régions qui approvisionnent le centre d'approvisionnement des produits pharmaceutiques, qui approvisionnent les formations sanitaires. Aujourd'hui, dans le système national des médicaments, le système national d'approvisionnement en médicaments essentiels, vous avez la possibilité d'avoir du médicament générique au niveau des hôpitaux publics déjà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas toujours une pharmacie, il n'y a pas toujours une officine. Là où on attend, je veux dire qu'il y a des régions qui n'ont toujours pas d'officine. Mais une des voies que nous allons proposer à l'occasion de l'Assemblée générale, c'est la création, c'est le développement de la pharmacie rurale. Cette pharmacie qui va être proche des populations. Nous voulons encourager des jeunes qui s'installent à aller dans les régions où on a besoin d'une pharmacie, avec toutes les mesures d'accompagnement nécessaires. Parce qu'il faut que la pharmacie soit viable. Qui devrait gérer, selon vous, la pharmacie rurale? Alors, le pharmacien, bien entendu. Le pharmacien. Mais il faut organiser l'environnement autour de cette pharmacie. Ça veut dire qu'il faut chasser tous ceux qui sont autour d'eux avec des médicaments sur la tête ou dans les boutiques, premièrement. Deuxièmement, il faut donner, et ça veut dire qu'il faut modifier la loi, il faut donner la possibilité aux pharmaciens de couvrir tout le département quand il y a plusieurs arrondissements qui ne sont pas couverts. Il faut donc donner la possibilité à celui qui s'installe à Tignières de couvrir tout le Faraodéo, à celui qui s'installe dans le Mbéré, à Tibati, de couvrir tout le département. Et donc, il faut modifier la loi. Parce que jusqu'à présent, le pharmacien doit rester dans son officine. Mais demain, il faut donner la possibilité aux jeunes qui vont s'installer à Choliré, dans le Mayorail, de couvrir tout le département, de couvrir dans tous les endroits où la population a besoin de médicaments. Et ça, alors, quand vous parlez de possibilités, vous faites allusion à quoi, par exemple? Je pense que sur le plan juridique, sur le plan légal, il faut faire évoluer la loi. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, il faut rechercher des financements pour accompagner ces jeunes-là. Et ces financements-là existent.
puisque nous allons parler. puisque chacun voudrait se faire de l'argent, s'il sait qu'il va rester à Tokombéré, par exemple, où il ne peut pas avoir